Bonjour et bienvenue dans cette troisième partie de notre leçon inaugurale, dans laquelle nous allons nous intéresser à la star de toutes les stars, l'incontournable nombre pi. Le cercle, cette figure emblématique de la géométrie grecque, a su séduire par son élégance, sa beauté et la simplicité de sa définition, et a donné naissance au mystérieux et sophistiqué nombre pi. Quelque part, on peut voir que tous les cercles se ressemblent par leur parfaite rondeur, tandis que par exemple les triangles n'ont pas la même forme en général. Cette ressemblance se traduit par la constance du rapport entre l'aire du cercle et le carré de son rayon. Autrement dit, l'aire de C divisé par son rayon au carré est une constante. Le mot constante ici signifie que ce rapport ne dépend pas du cercle qu'on a pris au départ, qui peut se traduire par la proposition si C1 et C2 sont deux cercles de rayons respectifs R1 et R2, alors l'aire de C1 divisé par R1 au carré est égale à l'aire de C2 divisé par R2 au carré. Et l'on voit ici du coup que, peu importe les cercles C1 et C2, le rapport entre l'aire du cercle et le rayon au carré sera toujours le même. On notera pour l'instant ce rapport pi1 et notez que pour démontrer ce résultat, les Grecs, et plus particulièrement Eudoxe et Euclide, a démontré la proposition équivalente, c'est-à-dire que a de C1 divisé par a de C2 est égal à R1 au carré divisé par R2 au carré. Ce résultat se trouve dans le livre 12 d'Euclide, et pour y arriver, Euclide utilise la méthode de l'exhaustion, plus un double reductio ad absurdum. Ah, je ne vous ai pas dit, les mathématiciens aiment bien parler latin, et cela signifie en clair un raisonnement par l'absurde. Compromis, nous reviendrons sur ces méthodes, signature de la rigueur grecque, plus tard. Pour l'instant, notre objectif est de vous montrer un peu de paysage mathématique. Pour ce faire, nous allons visualiser d'abord avec GeoGebra que ces deux rapports sont réellement égaux. Nous avons donc ici deux cercles, un cercle A1 et un cercle A2, deux rayons respectifs R1 et R2, et on demande ici à GeoGebra d'évaluer A2 divisé par A1, et puis R2 au carré divisé par R1 au carré. Maintenant, ce qui se passe, c'est que si on augmente R2, on fait varier R2, on voit bien qu'en fait, R2 au carré divisé par A1 au carré et A2 sur A1 restent toujours les mêmes. Vous voyez, donc en fait, c'est indépendant du cercle ou du rayon choisi. Et du coup, on voit que le résultat de Eudoxe et d'Euclide tient la route. Mais faites très attention, une visualisation géométrique ne vaut jamais une preuve rigoureuse. En fait, les Grecs ont démontré aussi que la circonférence d'un cercle C quelconque divisé par son diamètre est aussi constant, et on notera cette deuxième constante, pi2. C'est là où Archimède entre en scène et démontre que les deux rapports sont en réalité égaux, et on notera cette fameuse constante pi. Notez alors que si l'on effectue les produits en croix ici et ici, on obtient les fameuses formules que l'aire d'un cercle est égale à pi fois r au carré, et puis que sa circonférence est égale à pi fois le diamètre du cercle, ou encore 2 fois pi fois le rayon. Passons maintenant à cette fameuse preuve. On sait que l'aire du cercle vaut pi1 fois le rayon au carré, et que la circonférence de ce cercle, elle vaut pi2 fois 2 fois le rayon, et on aimerait démontrer que pi1 et pi2 sont égaux. Pour ce faire, Archimède inscrit dans le cercle un polygone régulier à n côtés, et comme vous voyez ici, un polygone régulier à n côtés est constitué de n triangles isométriques, c'est-à-dire des triangles qui se ressemblent. Si on note Tn, le triangle que vous voyez ici, alors l'aire de Tn est égale à 1,5 fois base fois hauteur. La base ici, elle s'appelle Bn et la hauteur, elle s'appelle Hn, donc Bn fois Hn. Puisque le polygone à un côté est constitué de n triangles Tn, on en déduit du coup que l'aire du polygone Pn est égale à n fois l'aire de Tn. Je rappelle que je suis en train d'essayer d'établir le lien entre l'aire du cercle et le périmètre de celui-ci. Et pour ce faire, j'établis un lien entre l'aire du polygone ici inscrit et son périmètre, qui, comme vous le savez, bien sûr, est beaucoup plus facile à calculer. J'obtiens ainsi ici donc n sur 2 fois Bn multiplié par Hn. Notez par ailleurs que ce polygone est constitué de n côtés et donc son périmètre qu'on va noter ici PER pour périmètre de Pn, ça vaut naturellement n fois la longueur de chacun des côtés et la longueur de chacun des côtés ici vaut Bn, donc c'est n fois Bn. Je vous rappelle que quand n devient très grand, comme nous voyons ici, quand j'augmente n, le polygone en fait tend de plus en plus vers le cercle, et je vois ainsi que l'aire des polygones devient de plus en plus proche de l'aire du cercle, et que le périmètre de ce polygone, ce même polygone, se rapproche de plus en plus de la circonférence du cercle.
J'espère que vous voyez maintenant que le lien entre le périmètre du cercle et son aire est établi. En effet, si je réécris les choses proprement, je sais que l'aire du polygone Pn vaut donc n sur 2 fois Bn multiplié par Hn. Je sais aussi que le périmètre de ce même polygone donc est égal à n fois Bn. Et donc je remarque en fait que NBN, je le vois bien ici dans l'expression de l'aire. Et donc cette aire, elle vaut aussi du coup 1/2 fois le périmètre donc de Pn, le tout multiplié par Hn. Or, on sait que le périmètre de Pn, c'est-à-dire n fois Bn, tend vers le périmètre du cercle, c'est-à-dire 2 fois pi2 fois r. Mais on sait aussi que l'aire de Pn tend vers l'aire du cercle, qui est égale à pi1 fois r au carré. Ainsi, pour récapituler, la relation l'aire de Pn égale à 1/2 fois le périmètre de Pn fois Hn permet d'obtenir quand n devient très grand, c'est-à-dire quand n tend vers l'infini, que d'un côté, l'aire de Pn tend vers pi1 fois r au carré, et que de l'autre côté, le périmètre de Pn tend vers 2 fois pi2 fois r. On voit ainsi un lien établi entre pi1 et pi2, et il reste à voir vers quoi tend le nombre Hn quand n devient très grand. Bon alors, en revenant sur GeoGebra et en augmentant le nombre de côtés n, on voit que Hn en fait tend de plus en plus vers le rayon du cercle C. Ainsi, Hn tend vers R quand n devient très grand, et cette relation donne l'égalité qui est ici. N'oublions pas qu'il y a un 1/2 qui est là, qui après simplification donne bien pi1 égale à pi2. Incroyable! Pi1 égale à pi2 n'est pas une simple égalité sur deux nombres, mais elle a une signification bien plus profonde. Elle dit en effet, pour ceux qui connaissent les problèmes de constructibilité à la règle non graduée et au compas, que le problème de la quadrature du cercle est équivalent au problème de la rectification de celui-ci. Ainsi, la quadratrice de Dinostrat, c'est-à-dire la courbe que vous voyez à l'écran, et comme son nom l'indique, sert à résoudre le problème de la quadrature du cercle, est aussi, par le théorème d'Archimède, une rectificatrice du cercle. Attention, il ne s'agit pas d'un arc de cercle, mais d'une courbe mécanique un tout petit peu plus compliquée, et qui est engendrée par un procédé mécanique au même titre que celui qui sert à engendrer la spirale d'Archimède. Nous rencontrerons dans le même style d'autres courbes mécaniques intéressantes qui ont été utilisées par les Grecs afin de répondre aux problèmes de constructibilité, tels que la conchoïde de Nicomède et la cissoïde de Dioclès. Rien que les noms barbares donnent envie de les étudier. Bien sûr, n'ayez pas crainte, car si vous ne connaissez pas ces problèmes, nous y reviendrons plus tard et longuement. Passons maintenant aux choses sérieuses, et la question la plus naturelle du monde est: comment en fait calculer le nombre pi? Car c'est bien beau de dénoter pi avec une lettre, mais cela ne sert pas à grand chose si l'on ne connaît pas une valeur décimale de ce nombre. Notre éminent ancêtre tonton Archimède a su donner une valeur approchée de pi et l'a en effet encadré entre deux fractions qui sont 22 septièmes, c'est une valeur très connue, et 223 71e. Cette première fraction est environ égale à 3,1408, c'est-à-dire que pi est plus grand que cette valeur, mais il est aussi plus petit que 3,1428, qui est environ la valeur de 22 septièmes. Cela signifie en effet que les deux premières décimales du nombre pi sont 1 et 4, et c'est pour cela d'ailleurs que la plus fameuse approximation de pi est 3,14. Pour avoir ces approximations, Archimède utilise des polygones inscrits et circonscrits au cercle et évalue leur périmètre, ce qui lui permet d'avoir des approximations de pi, comme nous allons le voir tout de suite. En effet, retour à notre génialissime GeoGebra. Ici, si j'augmente le nombre n de côtés du polygone inscrit et circonscrit à notre cercle, qui est ici pris de rayon 1, regardez ce qu'on obtient. Donc, petit à petit, les polygones se rapprochent de plus en plus du périmètre du cercle. Ainsi, pour approcher le périmètre du cercle, dans lequel on trouve notre nombre pi, il suffit d'approcher le périmètre de chacun des polygones en dessous et au-dessus de notre cercle, afin d'avoir des approximations par défaut et par excès de notre nombre pi. Allons-y donc. Ici, nous prenons un cercle de rayon égal à 1, pour lequel la circonférence vaut 2 fois pi. Ainsi, pour approximer pi, nous allons prendre la moitié du périmètre de ce polygone inscrit et la moitié du périmètre du polygone circonscrit. Pour le polygone qui est en vert, il suffit de calculer donc la longueur qui est ici, et puis pour le polygone qui est en rouge, il suffit de calculer la longueur qui est là. Je vous rappelle que l'angle qui est ici fait 2pi divisé par n, et donc l'angle qui est là, le petit, donc j'ai bisecté ici, vaut pi sur n. Ainsi ici on a pi divisé par n comme angle, et ce côté-là, on peut l'obtenir avec une fonction trigonométrique qui est notre chère fonction sinus. En effet, si on dénote ce côté un, où n désigne le nombre de côtés du polygone,
on obtient que la longueur de ce côté-là vaut sinus pi sur n, le tout multiplié par l'hypoténuse qui vaut ici 1, super. Donc en multipliant par n, on obtient le demi-périmètre du polygone en vert, qui est donc n fois sinus pi divisé par n. Pour obtenir maintenant le demi-côté en rouge, eh bien il suffit d'appliquer la fonction tangente, et du coup la suite Vn qui est le demi-périmètre du polygone en rouge est donnée par l'expression n fois tangente de pi divisé par n. Et l'on sait donc que pi est entre un et vn. Pour calculer chacune des valeurs de notre suite, pour n très grand, nous allons utiliser Python. Allons-y donc, j'ai écrit ici une petite fonction polygone qui va retourner les valeurs des suites un et vn. Et si j'exécute ma fonction avec polygone de 10 par exemple, c'est-à-dire je prends un polygone de 10 côtés, j'obtiens des valeurs qui sont proches de pi mais pas vraiment. Donc je réexécute ma fonction avec une centaine de côtés, où j'obtiens là 3,1410, etc., 3,1426, etc. Ce qui me permet de dire qu'une première approximation de pi vaut 3,14. Si maintenant je m'amuse à aller plus loin, par exemple avec polygone de 1000, eh bien j'obtiens 3,1415 et 3,1416, ce qui me permet d'obtenir une décimale de plus de pi. Allez, pour vous faire plaisir, je demande à ma fonction polygone de calculer polygone de 10 000. Alors il est bien rapide et on obtient 3,141592 et de l'autre côté 3,141592. Ainsi, j'obtiens 2 décimales de plus de mon nombre pi. Alors c'est bien beau de faire le calcul avec Python, mais je rappelle qu'Archimède n'avait pas de calculatrice. Et d'ailleurs, par quel tour de force technique Python arrive-t-il à calculer des valeurs de la fonction sinus et tangente pour par exemple un angle qui est égal à pi divisé par 1000 ? Python utilise des algorithmes modernes qui, pour l'instant, dépassent nos connaissances. Mais nous y reviendrons plus tard, bien sûr. Alors, pour faire ces calculs, Archimède se rend compte d'une relation de récurrence existante entre un polygone de côté n et un polygone de côté 2 fois n. C'est-à-dire qu'il est relativement facile de calculer le périmètre d'un polygone de côté 2n à partir d'un polygone de côté n. Et on démontre alors que V de n est égal à 2 fois Vn un, le tout divisé par un plus Vn, ce qui permet donc de calculer V de n en fonction de Vn et du un. Et une fois V de n est calculé, on calcule U de n qui est égal à la racine carrée de un fois V de n qu'on vient de calculer. J'ai réécrit donc mes relations de récurrence proprement, et pour effectuer ces calculs, Archimède commence avec l'hexagone. Donc il calcule U6, qui est donné par 6 fois sinus de pi sur 6, et qui vaut donc 6 fois 1 divisé par 2, qui donne 3. Ensuite, Archimède calcule V6, qui est donné par 6 fois tangente de pi divisé par 6, et qui est donc égal à 6 divisé par racine de 3. Et après simplification, cela donne donc 6 racines de 3 sur racine de 3 fois racine de 3, c'est-à-dire 6 racines de 3 sur 3, et donc 2 fois racine de 3. Maintenant, pour aller plus loin, Archimède utilise ces super relations de récurrence et obtient donc que V12, qui est 2 fois 6, est égal à 2V6 U6, le tout divisé par donc U6 plus V6, et qui donne après un simple calcul 24 moins 12 fois racine de 3. Maintenant, pour calculer U12, on utilise cette relation qui est là, et c'est égal à racine carrée de U6 fois V12, et je vous rappelle que V12, on vient de le calculer, et on obtient ainsi la racine carrée de 3 facteurs de 24 moins 12 racine de 3. Ah oui, un truc bien méchant, comme vous voyez, mais Archimède arrive à avoir des approximations de toutes ces racines, et passe après d'un polygone de 12 côtés à un polygone de 24 côtés, ensuite de 24 côtés à un polygone de 48 côtés, pour terminer avec un polygone de 96 côtés. Alors les calculs sont horriblement sophistiqués et on trouve des racines carrées emboîtées dans d'autres racines carrées. Et figurez-vous qu'Archimède est arrivé à trouver des approximations de toutes ces racines à la main, ce qui témoigne du génie de notre ancêtre. Avant de démontrer une relation de récurrence, bien sûr nous y tenons, nous allons sur Python pour voir les approximations que ces suites donnent sur pi. Nous avons créé ici une deuxième fonction Python qui s'appelle le polygone 2 et qui prend en argument notre nombre de côtés n et calcule par la suite les valeurs des suites un et vn par récurrence comme vous le voyez ici.
Ainsi, si je demande à ma fonction polygone 2 avec n égale 10, regardez ce qu'on obtient. On obtient 3.141592 à gauche et la même chose à droite, ce qui signifie qu'avec seulement n égale à 10, nos suites donnent une très bonne approximation du nombre pi. Si on va un peu plus loin, avec polygone 2 de 100 par exemple, on voit que Python donne en fait des valeurs qui sont les mêmes à gauche et à droite, c'est-à-dire qu'il s'agit bien des décimales de pi, mais malheureusement Python s'arrêtera là, c'est-à-dire à 15 décimales près, et si l'on veut avec cette méthode avoir plus de décimales de pi, eh bien si on veut par exemple avoir 200 décimales de pi avec cette méthode, il va falloir être un tout petit peu astucieux avec Python pour que l'on puisse les calculer. Je ne le ferai pas ici, mais nous reviendrons probablement sur la programmation Python dans d'autres vidéos. Revenons maintenant aux choses sérieuses, et pour démontrer nos deux résultats ici, nous allons utiliser essentiellement deux formules trigonométriques, à savoir que sinus 2 fois θ est égal à 2 sin θ cos θ, et que tangente 2 fois θ, quand c'est bien défini bien sûr, est égal à 2 fois tangente de θ, le tout divisé par 1 moins tangente carrée de θ. Allons-y donc, nous allons commencer par la formule qui est ici. Et la formule trigonométrique portant sur le sinus implique en particulier que sinus de pi divisé par n, qui est égal à sinus de 2 fois pi divisé par 2n, est égal à 2 fois sinus de pi divisé par 2n, le tout fois cosinus de pi divisé par 2n. Cela signifie en particulier que 2 fois sinus de pi divisé par 2n est égal à sinus de pi divisé par n, le tout divisé par cosinus de pi divisé par 2n. Je peux diviser ici parce qu'en fait tout le monde est strictement positif, donc tout se passe bien. Maintenant, je vous rappelle que j'aimerais retrouver V2n et donc j'aimerais retrouver une tangente quelque part ici avec 2n. Et donc pour ce faire, je multiplie de part et d'autre par sinus de pi divisé par 2n pour avoir donc 2 sinus carré de pi divisé par 2n est égal à sinus pi divisé par n, le tout fois tangente de pi divisé par 2n. Si je multiplie maintenant de part et d'autre par 2n au carré, j'obtiens que 2n sinus de pi sur 2n le tout, donc au carré, est égal à n fois sinus de pi sur n, fois encore 2n tangente de pi divisé par 2n. J'espère que vous avez reconnu ici v2n, ici un et ici du coup u2n le tout au carré, et j'obtiens donc que u2n le tout au carré est égal à un fois v2n. Bingo! Je ne vais tout de même pas faire tout le boulot et je vous laisse cette formule à démontrer seule. Bon courage! Maintenant, une bonne question philosophique qui se pose à nous. Comment Archimède a-t-il pu penser que doubler le côté des polygones permettait de simplifier considérablement les formules trigonométriques? En réalité, Archimède n'a pas travaillé avec des fonctions trigo et a procédé autrement tout en partant d'une proposition du livre 6 d'Euclide. Nous pensons aussi que pour y penser, Archimède était influencé par la philosophie grecque, selon laquelle pour passer d'un polygone de n côtés à un polygone de 2n côtés, il suffit de bisecter chacun des angles. Et donc on pense qu'on a pu penser à la bisectrice, car celle-ci est constructible à la règle non graduée et au compas. À approfondir. Notre vidéo touche bientôt à sa fin, mais avant de vous laisser partir, j'aimerais rajouter une petite remarque sur les deux inégalités qui étaient ici, concernant nos deux suites un, vn et notre super nombre pi, celle-ci n'étant pas du tout gratuite, et puisque Archimède n'a pas utilisé les fonctions trigonométriques, il a dû ou bien les démontrer, ou bien passer outre cette difficulté technique afin d'arriver à ses fins. La difficulté ici est que rien ne garantit que le périmètre d'un polygone inscrit dans un cercle est plus petit que le périmètre du cercle lui-même. Regardez, pour s'en convaincre, je peux dessiner une figure à l'intérieur de notre cercle, donc elle est inscrite dans le cercle, sauf que on voit bien que le périmètre de cette courbe dépasse de loin le périmètre de notre cercle. Ainsi, rien ne garantit qu'en réalité, le périmètre du polygone est plus petit que le périmètre du cercle. Archimède admet donc ce résultat qui est devenu théorème dans la théorie de la convexité du 19e siècle. Cela dépasse malheureusement le cadre de notre cours. C'est fini pour aujourd'hui, merci pour votre écoute et à très bientôt.